bonjour. Donc, je m'appelle Melika, je suis infectiologue à Rimondo à Créteil et je vais vous parler de l'étude REVAC qui est un PHRC sur les infections à pneumocoque chez l'adulte drépanocytaire. Pourquoi ce PHRC? Parce que les patients aspléniques, hypospléniques, donc les patients drépanocytaires majeurs sont des patients sujets aux infections invasives à pneumocoque. Comme vous voyez, c'est une infection qui touche un peu les âges extrêmes, mais aussi chez le patient drépanocytaire, indépendamment de l'enfance, on continue à avoir des infections à pneumocoque. Et cela, c'est parce que sur le déficit immunitaire chez le patient drépanocytaire est surtout piloté par l'asplénie fonctionnelle, une rate qui ne marche plus entre l'âge de 6 mois et 3 ans, et il s'y associe d'autres déficits immunitaires qui ne sont pas majeurs, mais qui jouent leur rôle dans cette population de sujets immunodéprimés, comme le déficit de la voie alterne de complément, le déficit de l'activité des leucocytes, de killing leucocytaire, des déficits de zinc, lymphopénité relative et les facteurs mécaniques propres à la nécrose dans les crises vasoclusives. La rate est l'organe clé pour les bactéries opsonisées parce que notamment produit des anticorps antipolysaccharides indépendamment de la réponse T. Et donc, historiquement, les patients drépanocytaires aspléniques fonctionnels ont toujours fait des infections invasives à pneumocoque avec des fréquences pour les infections graves jusqu'à 600 fois supérieures à la population générale, jusqu'à la mise en place de stratégies préventives. Donc ça, c'est un petit peu le calendrier des dates clés. D'abord, dans les années 80, la prophylaxie par pénicilline, qu'aujourd'hui on fait seulement en âge pédiatrique, puis les vaccins, avec en 72 le vaccin polysaccharidique non conjugué, et après, à partir des années 2000, les vaccins conjugués. Ce PHRC, il a été dessiné entre, on va dire, autour de 2010-2014, au moment où en France, on recommandait encore pour l'adulte de réaliser des injections tous les 3 à 5 ans de vaccins polysaccharidiques non conjugués. Et le conjugué était encore destiné uniquement aux populations pédiatriques. Cela a changé entre 2013 et 2014. Et aujourd'hui, on va vers des nouveaux vaccins qui ont des valences plus élargies, 15 et 20, et qui sont depuis peu autorisés en France chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, un préambule, quelques mots pour comprendre un peu ce protocole, c'est les vaccins eux-mêmes. Donc, le vaccin polysaccharidique non conjugué à 23 valences partage 12 sérotypes avec le conjugué 13 valences, sauf le 6A qui est contenu dans le Prevnar 13. Il n'a pas de réponse mémoire, et donc de là l'indication fait des rappels tous les 3 à 5 ans. Et il n'était pas efficace chez l'enfant de moins de 2 ans qui ne pouvait donc pas être vacciné. Et un talon d'Achille aussi chez le patient immunodéprimé, parce que l'immunogénicité était controversée, avec indéniablement une efficacité clinique sur les bactériémies, mais des réponses immunes médiocres qui ont été démontrées notamment après splénectomie sur des maladies d'Hodgkin. Et le problème de l'hyporéponse, c'est-à-dire qu'à force de refaire des doses vaccinales de vaccins polysaccharidiques, ça a été démontré aussi pour le méningocoque, on finit par saturer les récepteurs B et on répond moins bien au vaccin. Le vaccin polysaccharidique induit uniquement une réponse plasmacellulaire et donc pas de mémoire. Polysaccharidique, vous voyez, grâce à cette protéine porteuse qui est associée aux polysaccharides de chaque sérotype, va être internalisée, présentée aux lymphocytes T. Et du coup, grâce à la réponse T, on a à la fois la production d'anticorps, mais aussi, et c'est là où c'est capital, une réponse mémoire. Quand on a décidé de faire DREVAC, on avait ces données-là d'efficacité et d'immunogénicité. Alors, l'efficacité était une étude au Malawi sur les récidives d'une infection invasive à pneumocoque chez des patients infectés par le VIH, à qui la vaccination était proposée dans une étude randomisée et contrôlée. Et on voit qu'en comparant les incidences de récidives d'infection à pneumocoque chez les patients qui recevaient le Prevnar 13 et ceux qui recevaient le placebo, eh bien, l'efficacité vaccinale était excellente, à 74%. Et on avait
des données d'immunogénicité avec des objectifs différents, à la fois des moyennes géométriques des titres d'anticorps, des quadruplements ou des doublements de titres d'anticorps. Et toutes ces études montraient globalement une supériorité immunologique de la vaccination conjuguée vis-à-vis de la vaccination non conjuguée ou une non-infériorité. Et donc, on s'est positionné à ce moment-là de la même façon que nous avons vu changer rapidement les recommandations et du coup aussi pour les sujets immunodéprimés. Vous savez, en 2014, on a abandonné le vaccin polysaccharidique tous les 5 ans et on est passé en stratégie dite de prime boost, un priming avec le vaccin conjugué, l'établissement d'une réponse mémoire et un rappel 2 mois après avec le vaccin polysaccharidique. Et on est arrivé donc à la conception de cette étude, une étude randomisée de phase 2, donc d'évaluation de la réponse humorale d'une stratégie vaccinale de type prime boost, anti-pneumocoque, associant donc, comme vous le voyez là, le vaccin 13 valences conjuguées, suivi du vaccin non conjugué, et comparé un bras où on administrait uniquement le vaccin non conjugué. Ce PHRC a été cofinancé par Pfizer, qui a réalisé les sérologies et les tests fonctionnels et qui a mis à disposition le vaccin et a participé aussi avec un support financier. Nous l'avons finalement publié en 2023 dans Clinical Infectious Disease. Alors, il s'agit d'une étude randomisée monocentrique parce que les patients inclus dans l'étude font partie de la population suivie en Rimon d'Or où la file active est de plus de 3500 patients drépanocytaires adultes. Les inclusions se sont déroulées entre 2013 et 2017 et nous avons stratifié les patients selon la prise d'hydroxyurée, qui est un traitement de fond de la maladie drépanocytaire. Et donc, vous voyez les deux bras. Un premier groupe qui recevait à S0 le vaccin conjugué 13 valences et une dose de vaccin polysaccharidique 4 semaines après, comparé au groupe 2 qui recevait uniquement le vaccin polysaccharidique à la semaine 4 et les points mesure pour l'objectif principal à la semaine 8, donc 4 semaines après les deux vaccins non conjugués, et pour la durabilité de la réponse à 24 et à 96 semaines. Critères d'inclusion, c'était très large. C'est des patients drépanocytaires adultes avec un syndrome drépanocytaire majeur. Et dans les critères d'exclusion, c'était évidemment une vaccination avec le vaccin conjugué antérieur ou une vaccination avec le vaccin non conjugué dans les 3 ans et d'autres critères un peu plus classiques comme une chimiothérapie en cours, sauf l'hydroxyurée qui était autorisée, l'infection par le VIH et une infection ou une crise vaso-occlusive en cours. Donc l'objectif principal est un objectif immunologique d'efficacité à court terme, donc à la semaine 8, de ces deux stratégies de vaccination par évaluation de la réponse humorale. Et on a de nombreux objectifs secondaires, donc on a voulu aussi regarder si cette réponse humorale persistait dans le temps, à 6 mois et à 2 ans, si elle était bien tolérée dans les deux stratégies et voir de façon un peu plus détaillée les paramètres immunologiques associés à la réponse vaccinale par le biais de la moyenne géométrique du titre d'anticorps pour chaque sérotype vaccinal dans les deux groupes et des autres critères de réponse immunologique un peu moins stricts comme le doublement du taux d'anticorps entre baseline la semaine 8 et la réponse humorale fonctionnelle qui est une modalité d'évaluer la réponse vaccinale contre le pneumocoque plus moderne et qui est d'ailleurs faite en première ligne aujourd'hui dans les études d'immunogénicité pour le pneumocoque en regardant la capacité de lyser des cellules phagocytaires une fois que le sérum du patient est mis en contact avec des souches de pneumocoque. Et bien que l'effectif ne le permet pas, on a souhaité regarder l'éventuelle survenue d'infections pneumococciques invasives ou de pneumopathie à pneumocoque au cours de l'étude. Le critère de jugement principal, alors pour juger de l'immunogénicité à 8 semaines, on a souhaité regarder la proportion de patients répondeurs à au moins 10 sérotypes partagés par les deux vaccins, sachant qu'il y a 12 sérotypes communs. Le 13e, le 6A, on l'a laissé à côté parce qu'il est présent uniquement dans le vaccin conjugué.
Et donc, le patient est considéré comme répondeur quand il présente un quadruplement de titre d'anticorps à la semaine 8 par rapport à S0. Alors, c'est un critère très strict de jugement parce qu'on avait décidé en début d'étude d'utiliser un critère un peu moins strict qui était le doublement du taux d'anticorps. Mais en cours d'essai, la firme nous a obligés au changement de technique et l'ELISA, qui est la technique plus classique, qui était standardisée par l'OMS, a été remplacée par l'Luminex. Donc, par question de sécurité, on a préféré choisir un critère d'évaluation un peu plus sévère. Les critères secondaires donc, rappellent les objectifs, donc la persistance de la réponse humorale à distance, la tolérance immédiate dans les 30 minutes à 5 jours, les réponses fonctionnelles au point mesure S8, et on a regardé aussi les bons et les mauvais répondeurs selon des niveaux organisés de sérotypes. Ce qui veut dire que, globalement, on peut dire que les patients qui répondent à seulement 0,1 ou 2 à 5 sérotypes ont une réponse qui est considérée médiocre, et ceux qui ont des réponses à un nombre plus élevé de sérotypes montrent une réponse plus consistante. Nous avons aussi évalué l'évolution de la moyenne géométrique des titres d'anticorps spécifiques de chaque sérotype à la semaine 8 et, comme je vous disais, l'éventuelle apparition d'une infection. Celle-ci, c'est la flowchart de l'étude. Donc, on avait un effectif attendu de 116 patients, 58 par groupe, pouvant être évalués au point mesure du critère principal, donc à la semaine 8, pour une puissance à 80%. Cela sur la base de l'hypothèse d'une réponse humorale qui était tirée de la littérature, notamment chez les patients infectés par le VIH. L'hypothèse était que si on attend une réponse de 25% dans le groupe non conjugué, on peut s'attendre à une réponse double dans le groupe Prime Boost, et cela nous a permis de calculer cet effectif. Les évaluations ont été faites en intention de traiter modifié, c'est-à-dire dans la population qui avait reçu au moins une dose de vaccin, et en particulier pour l'évolution au cours du temps, en pair protocole, chez les patients qui avaient été bien vaccinés par les 2 doses. Et j'attire votre attention donc, sur le respect global de l'effectif à la semaine 8 pour le critère de jugement principal. Malheureusement, il est difficile de maintenir dans une étude aussi longue des patients après 2 ans. Et donc, vous voyez qu'autant l'effectif se maintient à 6 mois, par contre, on a une perte d'effectif à 2 ans. Et malheureusement, du coup, les conclusions sur la durabilité vont se concentrer en pair protocole sur cette petite population par rapport à l'initiale. Celles-ci sont les caractéristiques de la population qui a été étudiée dans les 2 groupes. Comme vous pouvez voir, ça correspond à la population drépanocytaire adulte qui est suivie dans notre centre, avec un âge moyen de 38-39 ans. La majorité des patients qui ont un phénotype de drépanocytose SS. D'ailleurs, une population, comme c'est attendu chez l'adulte, très vaccinée contre le pneumocoque auparavant par vaccin polysaccharidique. Et si d'une part on a très peu d'infections invasives ou de pneumonie à pneumocoque auparavant, on a quand même une population fragile parce qu'une infection sévère autre que le pneumocoque est présente respectivement pour 27 et 19% des patients. Je vous disais, les patients sont stratifiés selon la prise de hydroxycarbamide, l'hydréa, qui à l'époque était administrée chez un peu plus d'un patient sur 2. Donc on va passer directement aux résultats. L'analyse Luminex, donc la sérologie pour la réponse humorale, montre pour le quadruplement et avec une réponse supérieure à 10 sérotypes, une supériorité de la stratégie de Prime Boost qui est encore plus marquée. Pour le critère principal, c'est le quadruplement, mais on la voit encore plus marquée avec un critère un peu moins strict, qui est le doublement du taux d'anticorps. Cette réponse est reproductible quand on regarde l'analyse fonctionnelle. On voit que dans le groupe Prime Boost, on a une réponse à l'objectif principal qui est de 36% versus 8,7%. Et on arrive à 68% avec le doublement du taux d'anticorps. Donc, supériorité pour l'objectif principal,
de la réponse humorale évaluée par Luminex et aussi de la réponse fonctionnelle qui est celle qui nous intéresse le plus en pratique en termes d'efficacité pour contrôler l'infection. Ensuite, je vous ai parlé de la réponse humorale par cluster de sérotypes. Et donc, les bons répondeurs, on va dire, vous les voyez en vert et en jaune. Et vous avez à gauche le groupe vacciné avec le polysaccharidique seul et à droite le prime boost. Eh bien, on voit qu'on a au delta S8, S0, 50% de patients qui répondent, on va dire, bien, avec un lot de réponses sérotypiques élevé et bien moins dans le groupe qui reçoit le vaccin polysaccharidique seul. Et la chose qu'on voit aussi, et on en parlera après, c'est qu'est-ce qui se passe au cours du temps. Et donc, même dans le groupe Prime Boost, on a plutôt une bonne réponse. Cette réponse va s'amincir au cours du temps et surtout à la semaine 96. Ces résultats, un cluster de sérotypes, on les retrouve reproductibles avec la technique d'opsonophagocytose, même légèrement plus parce qu'on a 57% de patients qui répondent à plus de 6 sérotypes dans le groupe Prime Boost contre 16% dans le groupe vaccin polysaccharidique. Si on continue l'analyse de l'immunogénicité, alors on va regarder sérotype par sérotype. Donc vous avez en X tous les sérotypes qui ont été testés et on a les taux de réponse par Luminex opsonophagocytose et globalement on voit que le quadruplement du taux d'anticorps d'IgG entre S8 et S0 obtient une différence statistiquement significative en Luminex pour 6 sérotypes et pour 11 avec l'opsonophagocytose. Donc, comme c'est démontré graphiquement, en Prime Boost, par sérotype, on a une meilleure réponse. Ce qui est curieux, et je vous l'ai indiqué par cette flèche, c'est le sérotype 6A. Le sérotype 6A devrait montrer une réponse dans le groupe vaccin polysaccharidique seul à 0, parce que c'est un antigène qui n'est pas stimulé par le polysaccharidique et est stimulé par le vaccin conjugué. Eh bien, le fait qu'au départ et après stimulation, on a une réponse, indique qu'en tout cas, il s'agit bien d'une population adulte qui a probablement déjà rencontré le pneumocoque et ce sérotype-là et qui peut expliquer cette réponse inattendue. Et qu'on retrouve aussi quand on regarde les moyennes géométriques des titres d'anticorps sérotype par sérotype. Là, vous avez la baseline et là, vous avez AS8. Et effectivement, pour le 6A, dans le bras Pneumovax, on a aussi une réponse. On n'a pas une significativité de réponse dans cette analyse sérotype par sérotype pour le 1 et le 14. Et c'est assez étonnant parce que quand on regarde l'épidémiologie des infections à pneumocoque, le 1 et le 14, où dans l'étude on a des moins bons répondeurs, en pratique clinique et dans le retour du CNR pneumocoque ne sont pas les sérotypes vaccinaux associés malgré vaccination à des infections invasives à pneumocoque, comme malheureusement l'est par exemple le sérotype 3 qui montre une bonne réponse humorale, hein, on n'est pas dans l'efficacité. On s'est intéressé à la durabilité de la réponse. Alors, quand on regarde à 6 mois et quand on regarde à 96 semaines, la significativité n'est pas obtenue avec le critère strict du quadruplement, mais on a une réponse plus importante, toujours dans le bras Prime Boost comparé au bras polysaccharidique avec le quadruplement. Si on utilise le critère moins strict, on reste dans la significativité avec plus de patients répondeurs comparé au bras Pneumovax. Et enfin, nous avons souhaité regarder l'impact de facteurs qui sont associés potentiellement qui peuvent avoir un impact sur la réponse humorale, notamment l'âge, la sévérité de la maladie estimée par le nombre de crises vaso-occlusives et le traitement de fond, parce que l'hydréa, même si à faible dose, reste un médicament qui peut
fléchir les réponses immunes. Dans cette étude, vous voyez dans les forest plots, bien qu'on a des P significatifs et des odds ratios qui montrent une tendance à certaines associations, globalement, que ce soit pour le doublement ou le quadruplement, le test d'hétérogénéité est non statistiquement significatif. Donc, c'est une population qui est trop hétérogène pour conclure que ces variables peuvent avoir un impact sur la réponse. Mais dans le doublement, on va vers une significativité et donc vers une moindre hétérogénéité, et on a l'impression, et ça serait à étudier dans des études de plus large envergure, on a l'impression que l'utilisation d'hydroxycarbamide et le sexe féminin ont une tendance à une moins bonne réponse immunologique en cours de traitement. Et ces résultats sont les mêmes avec les mêmes facteurs qui sont analysés pour la réponse en Luminex et en opsonophagocytose. Donc, en conclusion, cette étude a permis de montrer une meilleure réponse immunologique et fonctionnelle en stratégie de vaccination avec le vaccin conjugué associé au vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque par rapport à l'ancienne stratégie du vaccin polysaccharidique seul. Et je souligne que c'est une étude, la seule étude chez le patient drépanocytaire adulte, parce qu'on s'intéresse surtout au vaccin pneumocoque chez l'enfant et on a beaucoup de données chez l'enfant drépanocytaire, mais on manquait de données chez l'adulte. Avec des critères immunologiques très stricts imposés par certaines contraintes techniques en cours d'étude. Et les points clés, à mon avis, sont la question qui est aussi indépendamment de la population drépanocytaire, mais qui est une question ouverte aujourd'hui, est la durabilité de la réponse humorale avec les vaccins conjugués, qu'on a eu du mal à évaluer parce qu'on a malheureusement perdu d'effectifs au cours du temps, mais qui reste quand même meilleur avec la combinaison par rapport au vaccin polysaccharidique. Et enfin, dans les faiblesses, l'hétérogénéité de la population étudiée, qui n'a pas pu montrer une association robuste avec l'utilisation d'hydrea et le sexe féminin. Ces données me paraissent intéressantes pour l'avenir parce qu'on voit bien qu'après un fléchissement important dans les années Prevnar 13, le CNR signale une hausse des infections invasives à pneumocoque et une baisse des souches couvertes par le Prevnar 13. Et donc, ces questionnements, on part d'une notion de données qui nous disent, qui nous parlent d'une bonne immunogénicité avec les vaccins conjugués. Ça sera approuvé avec les nouveaux vaccins à venir et qui sont commercialisés depuis peu, le vaccin à 15 et à 20 valences. Il y a un vaccin à 21 valences avec un choix de sérotype qui est tout nouveau et qui ne prend plus en compte les anciens sérotypes. Et la grande question de que ferons-nous pour ces patients, notamment pour les rappels après les primo-vaccinations. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. C'était une présentation très intéressante. On a une question d'Amélie qui vous demande avez-vous observé des différences de tolérance entre la stratégie Prime Boost et l'administration vaccin polysaccharidique seule? On a eu des réactions locales plus importantes avec le vaccin polysaccharidique seul. On n'a pas trop d'explications à ça. On se disait que c'était des patients qui avaient déjà reçu plusieurs doses de vaccin polysaccharidique et que voilà, c'était peut-être lié à une stimulation antigénique, mais c'était la seule différence. D'accord. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions qui ont été posées dans la boîte à questions. Je propose quand même de pouvoir laisser 5 petites minutes à nos participants pour répondre. En attendant, je continue de vous proposer de répondre au questionnaire de satisfaction. Vous avez le QR code juste ici. Vous pouvez peut-être laisser votre écran partagé, docteur. Ah oui, pardon. Si possible. Normalement, le QR code est disponible. Donc, nous attendons vos réponses. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à vous pour votre participation.
Merci pour cette présentation qui était très claire. Ces 2 épisodes que vous avez vus seront disponibles en replay. Donc, vous pourrez les partager autour de vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.